Les nations du monde s'accordent à la suite de la COP26 sur la possibilité de réduire sensiblement l'utilisation des énergies fossiles pour faire face au réchauffement climatique. Pour autant, le monde a encore besoin du pétrole et parmi les conséquences, les investissements dans le secteur pétrolier se font de plus en plus rares à l'heure où la RDC se prépare à lancer les appels d'offres. Alors aujourd'hui, on se demande quid de stratégie des investissements dans le secteur pétrolier congolais. Nous allons tenter de répondre à cette question avec notre invité, M. Roger Pambou, à qui j'ai dit bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur Roger Pambou, vous êtes secrétaire général académique honoraire de l'IPG, mais également expert juriste formateur pétrolier. Je ne sais pas s'il y a des éléments à ajouter par rapport à votre présentation. Oui, actuellement, là, je suis aussi chef de travaux en droit. Je suis spécialiste du droit public. Vous pouvez bien tenir le micro. OK. Et du droit sur les hydrocarbures. Bon, en même temps, aujourd'hui, étant secrétaire général académique honoraire, je suis membre du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et du gaz. Voilà. Très intéressant. Comment vous êtes retrouvé dans une institution qui parle pétrole? Vous êtes juriste de formation. C'est pas une affaire du hasard. J'ai connu quelques-uns qui étaient déjà des ingénieurs pétroliers formés à l'ex-Institut zaïrois du pétrole, dont l'ingénieur Nixon, l'ingénieur Philémon Talambote, en même temps que les DG actuels, M. Jean-Pierre Kabinga. Ils avaient un bureau d'études qu'ils appelaient Bureau des chercheurs pétroliers indépendants. À l'époque. À l'époque. Et moi, j'étais leur conseiller juridique. C'est à ce niveau-là que l'idée est venue de pouvoir créer de nouveau une institution chargée de former les gens en matière pétrolière et gazière. Et du coup, tout est parti de là. Voilà, c'est comme ça. Alors, nous parlons investissement dans le secteur pétrolier. Quid de stratégie des investissements dans le secteur pétrolier? Comment vous appréhendez, comment vous comprenez cette problématique des investissements dans le secteur pétrolier? Bon, c'est une problématique très intéressante au vu de l'actualité et des enjeux mondiaux, même géopolitiques aussi, notamment la transition énergétique, les réchauffements climatiques, ainsi de suite. Alors qu'il y a de l'autre côté la RDC qui voudrait diversifier son économie et qui voudrait miser, entre autres, sur le pétrole. Et donc, aujourd'hui, entre autres, ce qu'on voulait, c'est que la RDC puisse faire la promotion de ses bassins sédimentaires. C'est ce qu'elle est en tête de faire. Mais il y a aussi cet impératif-là. Alors, comment concilier les deux? Je crois qu'il y a moyen de le faire parce que les hydrocarbures, disons-le aujourd'hui, constituent un des moteurs sur lesquels la RDC peut s'appuyer pour son émergence économique. Nous allons revenir là-dessus. Les hydrocarbures constituent un des moteurs sur lesquels la RDC peut appuyer pour décoller économiquement. Monsieur Roger, nous parlons de concepts déjà, investissement, redevance, royalty. C'est quoi investissement? Bon, l'investissement, c'est une dépense qu'une personne ou une entreprise fait dans l'objectif de pouvoir gagner plus. Et donc, c'est une dépense immédiate dans l'objectif de pouvoir emmagasiner soit de biens, soit de moyens financiers beaucoup plus quantifiables. Donc, comme quelqu'un qui vient dans le secteur pétrolier, qui dépense son argent, il s'attend qu'en retour, il puisse en tirer le bénéfice. C'est cela ce qu'on appelle l'investissement. Bien sûr, les économistes ont encore des définitions bien fignolées, mais globalement, de façon simple, c'est ce que je peux dire. Pour la redevance. La redevance, c'est une prestation qui paye une personne qui est amenée à exploiter une propriété appartenant à une autre personne. On ne lui cède pas la propriété, mais on lui cède seulement l'exploitation. À ses risques et périls, bien sûr, mais en contrepartie, à la personne propriétaire, périodiquement, cette personne-là paye, l'exploitant paye cette prestation-là, cette prestation financière. C'est celle-là qu'on appelle
redevance, et en anglais, on dit royalty, c'est la même chose, tout ça. Merci à ceux qui nous suivent de partout. Merci à ceux qui ont compris qu'aujourd'hui, nous devons parler énergie, rien que l'énergie, pour que l'Afrique, la RDC décolle. Alors aujourd'hui, nous revenons sur ces sujets. Quid de stratégie des investissements dans le secteur pétrolier congolais avec M. Roger Mpambou. Il est secrétaire général académique honoraire de l'Institut du pétrole et du gaz, expert juriste formateur pétrolier. Nous parlons de cette thématique aussi intéressante. Quels sont le texte juridique réglementant le secteur des investissements pétroliers en RDC ou le secteur des investissements en général? Ouais, en ce qui concerne les investissements en général, il y a la loi numéro 004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements. Ça, c'est un texte général. Mais de façon sectorielle, là, en ce qui concerne le pétrole, il y a la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures tel que détaillé par les règlements des hydrocarbures du 19 avril 2016. Voilà, c'est ça. Ce sont là les textes de base pour l'instant. À votre avis, est-ce que ce texte-là ne se contredit pas en matière d'investissement dans le secteur pétrolier? C'est contredire, je dirais, pas trop. Ils sont en harmonie. Il n'y a pas de contradiction. Ce que je peux dire, c'est que dans les textes généraux qui est le code des investissements, on parle de façon globale. Mais on n'a pas spécifié de mesures incitatives ou des exonérations qui sont spécifiques au domaine du pétrole. Mais dans la loi sur les hydrocarbures de 2015, il y a quelques exonérations. Sauf que de façon précise, comme on a fait dans le code minier, qui a été révisité en 2018, il n'y a pas dans cette loi-là un chapitre qui soit, ou peut-être même un point ou une section qui soit spécifiquement réservée aux investissements pétroliers. Voilà, aux investissements pétroliers en montrant quelles sont les incitations qui peuvent être données à ce niveau-là pour que ceux qui viennent puissent savoir à quoi s'en tenir. Les investisseurs qui viennent. Voilà, oui, les investisseurs qui viennent. Parce que non seulement il y a l'attractivité de notre secteur pétrolier, mais il y a aussi la concurrence avec les pays frontaliers qui ont aussi du pétrole. Alors, les investisseurs, ils ont leurs objectifs, ils vont là où ils peuvent facilement gagner et où ils peuvent faire de bonnes affaires. Voilà. À votre avis, notre arsenal juridique qui parle des investissements n'est pas si attractif? Non, c'est quand même, dans une certaine mesure, oui, c'est quand même attractif, mais on aurait voulu que cette attractivité-là soit renforcée. Parce que disons-le que, à part le code des investissements, pour une première fois, le pays a, depuis 2015, une loi spécifiquement pétrolière. Parce que depuis l'époque coloniale, jusqu'à l'indépendance de la RDC, disons jusqu'en 2015, le pétrole était réglementé en même temps que les mines. En même temps que les mines. Et la plus grande part donc, était... juridiquement, c'était géré... C'était comme ça. C'était dans le même texte. Donc, quand nous prenons la période de l'indépendance, il y a une ordonnance loi de 1967 et puis il y a une autre de 1981 où on parle que de l'amont pétrolier. Et d'ailleurs, là, c'est le titre 8 seulement. Le titre 8 qui ne comprenait que 3 pages. 3 pages, quelques articles. Alors, lorsque le secteur des mines va avoir son autonomie en 2000, on a laissé seulement le titre 8 comme ça. En ce qui concerne l'aval pétrolier, c'était des textes épars, là, des arrêtés, des gauche à droite. Et donc, pour une première fois, nous avons un arsenal juridique qui comprend et l'amont et l'aval pétrolier et qui est autonome du secteur minier. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Un grand pas. Un grand pas. Un grand pas parce que déjà l'investisseur qui vient a devant lui des règles qui sont des règles tout à fait connues d'après lesquelles les affaires en matière pétrolière peuvent être faites. Mais le problème, c'est que dans cette loi-là, il y a quelques petites difficultés qui peuvent être corrigées. Et je peux dire aussi que ce serait aussi trop tôt de pouvoir critiquer cette loi-là,
Parce que dans le cadre de cette loi, il n'y a pas encore eu véritablement ce qui concerne l'amour pétrolier, des activités comme telles. Puisque prospection, exploration. Exploration, exploitation, pas encore. Puisque les anciens contrats qui avaient été signés dans cette loi-là sont encore régis par l'ancienne législation jusqu'à l'arrivée de leur terme. Et donc, peut-être c'est pour la première fois, avec les appels d'offres qui vont être lancés les 28 et les 29, si nous parvenons à attirer vraiment des investisseurs qui vont aller non seulement prospecter, explorer, mais jusqu'à l'exploitation, qu'on pourra voir maintenant les effets notables de cette loi-là. Mais en amont, on peut citer quelques faiblesses. Alors nous allons revenir citer quelques faiblesses parce que je signale que vous êtes parmi des gens, des personnes qui ont travaillé pour l'élaboration de l'actuel régime portant les hydrocarbures. Vous avez travaillé là-dessus. Alors nous allons d'abord souffler un tout petit peu parce que la matière est très intéressante avec une rubrique, Mon lexique, où nous apprenons le mot, concept ou expression utilisée dans le secteur des hydrocarbures et on se retrouve. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Mon lexique, carburant. Le carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Madame Christelle Lessé, que Tokolobara Kaka Makambo Italie Énergie pour Congo, pour Afrique et Kendeli Bosso. C'est votre émission Focus Hydrocarbures. Aujourd'hui, nous revenons un peu sur cette question des investissements dans le secteur pétrolier. Vous le savez, dans quelques semaines, la République se prépare à lancer les appels d'offres de 16 blocs pétroliers et gaziers. Alors, nous sommes en train de parler avec M. Roger. M. Roger, est-ce que la législation sur les hydrocarbures en RDC aborde-t-elle cette problématique des investissements? Est-ce que notre législation aussi a des dispositions qui reviennent là-dessus? Oui, d'une façon ou d'une autre, oui. Parce que tout ce qu'il y a là-bas, sont des dispositions pour que une personne qui veut venir investir en RDC puisse entrer en possession puisse avoir la possibilité d'explorer, d'exploiter du pétrole. Ce n'est pas seulement en amont, mais il y a aussi les aspects aval pour les raffinages. Alors, les étudiants qui nous suivent, peut-être, ils aimeraient bien avoir plus de détails. Comment cela se passe dans la pratique qu'un investisseur vienne ou soit qu'un investisseur soit intéressé par le secteur pétrolier de la RDC? Comment ça se passe? Quelles sont les démarches? Bon, dans les secteurs où existent déjà des données, les données existent, celui qui voudrait venir investir en RDC cherche d'abord à entrer en possession de ces données-là qui existent. Il peut les retraiter et puis s'il est par un protocole d'accord qui est signé pour une durée qui ne dépasse pas 18 mois. Et ensuite, si cette personne-là est intéressée à aller loin, propose au ministère des hydrocarbures un contrat pour l'exploration d'abord. Et cette exploration-là, bien sûr, il y a toute une ribambelle de conditions à remplir, de conditions administratives à remplir. Et dès que ces conditions-là sont remplies, il y aura signature du contrat pour la partie congolaise, le ministre des hydrocarbures, bien sûr, les ministres des Finances aussi, puisque c'est les trésors publics. C'est l'argent. Et s'il y a participation éventuelle de l'État dans la société à créer, il y a aussi le ministre du portefeuille qui signe. Mais à ce niveau-là, le contrat n'est pas encore parfait. Pour que ça devienne une institution juridique parfaite, il faut que le contrat soit approuvé par une ordonnance du président de la République. Dès lors que c'est approuvé, alors la première période d'exploration, c'est 3 ans. Renouvelable pour 2 fois pour des périodes successives de 3 ans. Alors, à l'issue de cette période-là, s'il y a découverte, alors en ce moment-là,
pourra intervenir la phase d'exploitation. Donc, le développement d'abord et ensuite la phase d'exploitation. Ça, c'est pour là où il y a des données. Mais là où il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données, l'État a essayé de délimiter les différents blocs dans les différents bassins sédimentaires. Des estimations. Voilà, il a fait des estimations, comme maintenant. Comme le cas de la RDC. Voilà, la RDC l'a fait et elle a lancé des appels d'offres. Tout investisseur qui est intéressé va soumissionner. Nous sommes dans le cadre de marché public, même si le marché pétrolier sont réglementés d'une façon à part. Ce n'est pas dans le code de marché public de 2010, mais c'est plutôt dans la loi sur portant régime général des hydrocarbures. Donc, celui qui est intéressé entre en contact avec le cahier des charges qui est proposé par le ministère des hydrocarbures. Il va présenter sa soumission. Au travers de la commission des appels d'offres. Voilà. Et il y aura présélection des candidats et ensuite sélection, celui des candidats qui va proposer l'offre économiquement la plus avantageuse aura été retenu. Et quand je dis offre économiquement la plus avantageuse, ce n'est pas seulement l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect technique. Cette expérience-là, du point de vue technique, on a essayé un peu les équipements. Voilà, les équipements, disons, qu'est-ce que je peux dire, l'expérience en matière pétrolière, hein, parce qu'il ne faudrait pas prendre n'importe qui pour que on ne puisse pas connaître certaines situations désolantes qu'on a connues avec une des sociétés. Dans le passé. Dans le passé dont j'étais évidemment. Voilà. Alors, donc, les appels d'offres font partie de démarches constitutionnelles. Oui. Non, bon, légal, disons. Légal. C'est ça. Face au réchauffement climatique, vous le savez qu'aujourd'hui, le monde est en train de subir beaucoup de réalités. Il y a les changements climatiques, même à Kinshasa. Nous enregistrons parfois des températures inhabituelles, 19 degrés, 20 degrés. Et les scientifiques disent tout haut, d'autres nations, voire même, qu'il faudrait réduire sensiblement l'utilisation des énergies fossiles. Donc le pétrole doit appartenir au passé. Mais la RDC se réveille pour activer son secteur pétrolier. Vous ne trouvez pas que vous serez pratiquement à l'inverse de la réalité du monde? C'est vrai, mais il faut le dire, hein, même sur le plan mondial, le pétrole a encore un avenir devant lui. C'est vrai, on voudrait... Malgré les dégâts. Voilà, on voudrait aller vers la transition énergétique. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse aboutir non seulement à exploiter des énergies qui sont moins polluantes, mais aussi aller vers une exploitation des énergies fossiles en faisant moins de dégâts à l'environnement. La RDC, en tenant compte des mesures environnementales. Voilà, en tenant compte des mesures environnementales. Si vous prenez notre loi, la RDC dit, notamment dans le milieu qui peuvent... les aires protégées. Voilà, les aires protégées, les zones interdites, la loi interdit, en principe, l'exploration et l'exploitation du pétrole dans ces milieux-là. Mais il y a possibilité, après enquête publique, étude d'impact environnemental, voilà, étude d'impact environnemental, et puis il y aura une décision, un décret pris par le Premier ministre, adopté en Conseil des ministres, qui va déclassifier la zone, donc d'abord limiter la zone où il y a l'activité et ensuite déclassifier cette zone-là pour que ce ne soit plus une zone protégée ou une zone, disons, une aire protégée ou une zone interdite à ce niveau-là. Alors, c'est tout un problème pour la RDC, parce que comme je l'ai dit au tout début là... Est-ce que c'est un impératif pour la RDC d'appuyer sur les hydrocarbures à l'heure actuelle? Pourquoi pas? Parce que c'est toujours un problème là. On dit, nous avons d'autres ressources. L'économie congolaise est essentiellement minière. Et vous avez vu, à un moment donné, avec l'effondrement des prix des matières premières, notre économie a connu des problèmes. 2017-2018, on a fait un budget de 8 milliards et après, on revient à 5 milliards compte tenu de cela. Et les mines ont fait leur époque. Moi, je me rappelle, j'avais fait mon stage à la GECAMINE. Donc, j'en sais quelque chose. J'avais fait même mon TFC sur la GECAMINE commerciale, l'organisation, le fonctionnement des entreprises publiques. Et le cas de la GECAMINE commerciale, je sais que le mine finançait à près de 65% le budget de l'État. Il est arrivé même une année où seule la GECAMINE a financé 85% du budget de l'État. Mais on a vu, dès qu'il y a eu des problèmes,
Ça bousculé. Donc il faut qu'il y ait diversification de l'économie de la RDC. Entre autres, il y a le pétrole, l'agriculture aussi, bien sûr. Mais on ne peut pas ignorer cela. Parce que le gros embêtant ici, c'est que au niveau des acteurs qui peuvent venir comme investisseurs, nous aurons des problèmes avec les majors. On va insister là-dessus. Voilà. Quelle nature des investisseurs que la RDC a besoin pour activer son secteur pétrolier? On retrouve d'abord cette réaction. Le président Macky Sall, il est revenu sur cette question d'investissement dans le secteur pétrolier africain, mais certainement ça concerne aussi la RDC. On se retrouve pour continuer notre discussion. Dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement climatique, dont l'Afrique est partie prenante, en marge de la COP26 de Glasgow, des pays développés ont unilatéralement pris la décision de mettre fin au financement extérieur d'énergie fossile, même propre comme le gaz, alors que certains parmi eux continuent d'utiliser des sources plus polluantes comme le charbon et le fioul. Au moment où, avec les importantes découvertes de ces dernières années, le gaz ouvre pour l'Afrique de réelles perspectives d'accès universel à l'électricité et de soutien à l'industrialisation du continent. Arrêter dans ces conditions le financement de la filière gazière ou des énergies fossiles pour l'Afrique porterait gravement atteinte à nos efforts de développement économique et social. Certainement, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Votre réaction? Non, ben, je crois que le président Macky Sall a tout à fait raison. Hein, et ils ont surexploité chez eux, dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, ils voudraient que ce soit l'Afrique qui puisse aider à ce que cet équilibre climatique soit maintenu. Donc, c'est en quelque sorte continuer à maintenir l'Afrique dans une certaine pauvreté. Pourquoi pas nous donner aussi... Il a dit que ça serait de l'injustice sociale. De l'injustice sociale, bien sûr. Je prends seulement les cas, par exemple, des indices qui sont dans la cuvette centrale, notamment au niveau du parc de la Salongala, bien sûr. On ne peut pas exploiter ces pétroles-là parce que la forêt qu'il y a dans ces parcs-là contiendrait 40% de la biodiversité mondiale et que ça joue un rôle très important dans la réglementation climatique. Bon, en contrepartie, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que cette communauté internationale nous donne des compensations pour que nous puissions renoncer à cela? Et donc, c'est vrai que les réchauffements climatiques concernent tout le monde, notamment nous autres qui ne sommes pas bien garnis pour lutter contre certaines catastrophes naturelles, mais je crois qu'on devait nous accompagner pour que nous puissions exploiter ces pétroles-là, ces énergies fossiles dans des conditions qui soient respectueuses de l'environnement pour que nos économies puissent émerger. Sinon, nous allons toujours rester à la traîne. Donc, quelque part, il y a des enjeux géopolitiques qui interviennent à ces niveaux-là. C'est vrai que le réchauffement climatique est là, mais pourquoi on ne nous permet pas, même là, qu'il y a des énergies fossiles qui sont propres comme les gaz, on ne voudrait plus qu'on puisse exploiter cela. Donc, quelque part, il y a une certaine contradiction, une certaine antinomie. Peut-être que les vraies raisons sont ailleurs. Lorsque nous voyons certains dirigeants des pays africains s'essouder, nous avons vu dernièrement le chef de mission diplomatique aller rendre visite au ministre des hydrocarbures. Est-ce que c'est aussi de stratégie que le pays africain pourrait bien s'accorder, se soutenir pour développer le secteur des hydrocarbures? Oui, je crois que c'est... Ou bien il faudrait attendre le major, attendre les grandes puissances? Non, on peut se soutenir entre nous, les sociétés qui ont déjà assez de moyens, les sociétés africaines qui ont déjà assez de moyens. Pourquoi ils ne peuvent pas aller là où, dans d'autres pays africains, on peut trouver du pétrole et exploiter? Surtout que ces majors-là sont au parfum de leur politique. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils
projettent de les faire ailleurs. À travers leur société pétrolière. Donc c'est aussi un moyen de perpétuer ou de continuer leur politique étrangère à travers ces sociétés pétrolières. Alors, vous voulez dire tantôt la nature des investisseurs que la RDC a besoin. Nous devons attendre le major, les sociétés qui ont vraiment de capitaux énormes, ou bien nous devons aussi compter sur quelques nationaux, pourquoi pas certains Africains. Quels sont les investisseurs que la RDC a besoin? Bon, au-delà de tout ce qu'on peut croire là, moi je pense que si on pouvait avoir des nationaux qui ont suffisamment de moyens pour pouvoir s'intéresser aux hydrocarbures de la RDC, ce serait une bonne chose. Comme l'a fait Dangote. Voilà, Dangote et les autres, et quelques-uns qui essayent, comme Lydia, actuellement. C'est une bonne chose, pourquoi pas. Et des nationaux qui s'associent peut-être à d'autres Africains pour pouvoir explorer et exploiter du pétrole. Mais l'embêtant, c'est que dans les secteurs pétroliers, c'est un secteur extrêmement capitalistique qui demande de gros moyens. Des gros moyens. Et c'est très risqué aussi. Sur peut-être 3 puits ou 4 puits qui sont forés depuis d'exploration, peut-être un seul peut être rentable. Et ensuite, lorsque on commence à exploiter, on récolte le bénéfice peut-être 10 ans, 15 ans après. Donc, c'est vraiment à long terme, à ces niveaux-là. Et donc, peut-être qu'on pourrait bien avoir besoin de ces majors-là. Malheureusement, il y a cet impératif auquel ils sont assujettis. On peut aller aussi voir ailleurs, notamment les pays arabes, l'Asie, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut des investisseurs qui ont suffisamment de moyens et qui ont suffisamment d'expérience en la matière ou qui peuvent avoir de moyens techniques qu'il faut pour pouvoir explorer, exploiter du pétrole dans des conditions qui soient acceptables à ce niveau-là. Un sujet aussi intéressant, le temps nous fait défaut, nous serons obligés de vous dire au revoir. Mais sinon, merci à vous d'être passé. Merci au directeur général de cette chaîne, CSS Télévision, directeur de l'information, directeur de programme, le manager, le Karouchipaï. Merci à la réalisation. Merci à tous les Congolais, à tous les étudiants. Tokokate kokabona yo 100% to lobata lingala mwandambu parce que to lingi to beta masolo pe na lingala IPG kenda wapi ezalaka kaka pe salaka nini? Non, IPG ezanango ils sont à 10e rue numéro 20 quartier industriel commune de Limete. IPG ils ont formé bana na Mbekali pétrole, Mbekali gaz. Nous sommes le numéro 1 dans ces domaines-là. Même si il y a d'autres qui nous ont suivis et qui nous lorgnent de loin. Comment entrevoyez-vous l'avenir du secteur pétrolier congolais dans 10-5 ans au moins le secteur mondial? Comment vous voyez? En tout cas, malgré tout ce qu'il peut y avoir comme obstacle, moi je vois l'avenir du secteur pétrolier en rose. Et j'espère bien que si ces appels d'offres sont bien menés, d'après les données que je peux avoir, ça peut nous apporter plus ou moins 329,5 milliards de dollars. Donc, en raison de 56,5 milliards dans le bassin côtier, 127 milliards dans la cuvette centrale et 146 milliards dans les Graben Tanganyika. Ça sera pour une première fois de réaliser vraiment, ça sera vraiment une première fois. Vraiment une première fois. Mais il y a d'autres choses qui doivent être prises en compte. Il faut renforcer la régulation et la gouvernance surtout du secteur pétrolier, mais en même temps développer aussi les secteurs aval, les raffinages, la commercialisation, construire peut-être des oléoducs pour désengorger ou disons désenclaver certaines zones et également aller vers l'industrie pétrochimique, ainsi de suite. Mais j'insiste beaucoup que les revenus du secteur pétrolier qui seront alors engrangés à ce moment-là puissent être gérés pour le bien-être de la population et pour le développement économique et social de la RDC. Voilà. Désormais, la RDC s'engage à exploiter, à valoriser son secteur des hydrocarbures pour
pour un développement radieux, pour redresser le front longtemps courbé de Congolais et Congolaises. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs Roger Mpambou. Je signale que vous êtes secrétaire général honoraire de l'Institut du pétrole et du gaz, mais en même temps expert juriste pétrolier. Merci à tous les amis de l'IPG qui nous ont suivis. Merci à tous les étudiants de l'UNIKIN, ISTA. Portez-vous bien. On se retrouve prochainement avec de l'énergie, de la foi et de la force.